chers collègues et amis. La Provincia Macedonia se présente comme objet d'une réflexion sur le visage du gouvernement romain dans les différentes parties de l'Empire à cause de plusieurs raisons. Elle était la première province de l'Empire romain dans la partie hellénophone du monde méditerranéen et elle deviendra province seulement après une longue hésitation romaine. Le royaume macédonien n'était plus en grand danger pour Rome après Cunuscéphale, la bataille en 197 avant Jésus-Christ, qui a mis fin à toutes les ambitions de ces rois de devenir le roi le plus puissant dans le monde hellénistique. Parce qu'on le sait à Rome, on a d'abord essayé de laisser le pays se gouverner par lui-même dans l'ombre de Rome et suivant ses instructions. C'est seulement après 2 essais sans succès, d'abord une gouvernance par le moyen de roi de la grâce de Rome, d'abord Philippe V et après Persée, et ensuite par le moyen du système de 4 républiques, que la province fut créée en 146 avant Jésus-Christ. Apparemment, le Sénat avait finalement l'impression que, sans une présence romaine continue et militaire, la situation en Macédoine et en Grèce ne fut jamais stable. La question se pose, comment le gouvernement romain était installé après de tels antécédents et quel visage il montrait? Est-ce que le gouvernement romain se guérait plus que dans d'autres provinces comme vainqueur? Cette question se pose en particulier dans le cas de la langue utilisée par ses administrateurs. Ce qu'on attend de représentants de Rome victorieuse a été mis au point par Valère Maxime plus tard comme suit. Le magistrat d'autrefois s'appliquait aussi avec la plus grande persévérance à ne jamais répondre aux demandes des Grecs que par une décision rédigée en latin. On va revenir sur ces mots. La Macédoine était également une province avec une histoire particulièrement mouvementée. Elle englobe au moment de sa fondation la Macédoine et certaines parties de l'Épire du Nord et de l'Irélie du Sud. Comme conséquence des circonstances de la formation de la province, dans les premières décennies de son histoire, l'attention du gouverneur de la nouvelle province était fixée sur la Macédoine elle-même et les États grecs au sud, c'est-à-dire vers les Macédoniens et Grecs si troublés, querelleurs et infidèles. Mais Rome a hérité du royaume de Macédoine les menaces en provenance du nord et de l'est. Depuis les années 120 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire longtemps avant la prise d'Athènes par Sulla et la fin de la résistance armée en Grèce contre Rome, le focus de l'activité proconsulaire se déplace vers le nord-est, le peuple de la Thrace et de la Mésie. Bien sûr, ce n'était pas seulement la menace extérieure, mais également la possibilité de gagner du butin, du prestige ou même un triomphe qui fixait le gouverneur vers la frontière nord. Les guerres civiles romaines surviennent avant que ces expéditions militaires n'eurent comme résultat la conquête et l'organisation de grands territoires. L'époque augustine fut ici, comme dans d'autres régions de l'Empire, un temps de grande expansion, particulièrement pendant le gouvernement de Marcus Licinius Crassus comme proconsul. Son succès fut extraordinaire. Et en plus, il revendiqua la spolia opima, le triomphe sur la base d'une victoire par un duel avec le commandant de l'armée adversaire que le Romain gagna. Ce n'était pas seulement trop de concurrence pour Auguste, c'était une forme de compétition avec un sénateur romain qu'Auguste ne pouvait jamais gagner. Pour ces raisons, cette possibilité de gagner du prestige militaire d'une façon indépendamment de lui ne devrait plus exister. La Macédoine deviendra une partie des provinces données à Auguste pour être administrée par ses legati Augusti pro praetore.
Ce type de gouverneurs était plus limité dans leur possibilité à gagner du prestige militaire et en particulier en triomphe à cause du pouvoir délégué par Auguste. Nommer des légati était plus facile que d'influencer les résultats du sort. En plus, Auguste le Prudent voulut vaincre le peuple illyrien par des attaques coordonnées des légati Augusti de la future Dalmatie et de la Macédoine. Ces raisons se traduisaient par le fait que pendant la période augustienne, la Provence n'était pas gouvernée, la plupart du temps, sous la forme d'une provincia populi romani, mais souvent comme une provincia caesaris. L'apogée de cette tendance fut les 24 ans pendant lesquels Gaius Poppaeus Sabinus gouvernèrent les provinces de Macédoine, de Mésie et Achaïe, unifiées, le gouvernement provincial le plus long dans l'histoire romaine. Si la politique de Tibère de retenir le gouverneur éprouvé pour le plus longtemps que possible continua, le caractère de l'administration provinciale fut probablement changé. À la longue, ces longs gouvernements devinrent des fiefs plus ou moins durables. C'est l'empereur Claude qui, ici comme dans des autres domaines, réorganisa les structures. Généralement, il mit fin à des mandats de très longue durée et retourna à un système para-républicain et aristocratique. Les proconsules des provinciae populi romani étaient en fonction pour un an, les legati augusti des provinciae caesaris pour 2 jusqu'à 3 ans. Dans le cas de la Macédoine, Claude sépara la Macédoine et la Mésie, établit en plus une provincia Thracia et laisse le sort décider du futur proconsul de la Macédoine. Après ces décisions, le gouvernement de Macédoine devint pour 2 siècles une régence d'une province pacifique située à l'intérieur de l'Empire. C'est seulement sous les conditions du IIIe siècle avancé que le gouverneur aurait dû faire encore une fois plus attention aux menaces du Nord-Est et à leurs tâches militaires. La Macédoine fut finalement, comme aucune autre région soumise à Rome, une province d'une route. La Via Ignatia, qui menait de Dyrrhachium et Apollonia par Héracléa, Lyncestis et Thessalonique à Byzantion, était la colonne vertébrale de la provincia Macedonia. La Via Ignatia était également la voie de communication la plus importante entre les 2 parties de l'Empire. Ce n'était pas par hasard que presque toutes les batailles importantes des guerres civiles romaines y aient pris place. Et cela a eu la conséquence que des vétérans furent établis dans la province après les guerres civiles et leur dévastation à Dyrrhachium, Pilis, Pella, Dium, Cassandrea et Philippi. Il y avait de la place et le vainqueur, Auguste, voulait avoir un contrôle permanent sur un territoire si important. La conséquence était que la diversité de la province sous le point géographique et ethnique s'agrandissait encore une fois. Le gouverneur romain était des magistrats itinérants. Cela valait apparemment en particulier pour le gouverneur de la Macédoine pendant la République. On doit prendre plus au sérieux qu'on le fait normalement le nombre de fois que ces voyages de gouverneurs ont été témoignés dans notre documentation épigraphique. Nous n'avons d'aucune autre province républicaine une telle série de mentions épigraphiques. La lettre de Quintus Fabius Maximus à Dyme était envoyée de Patrae. Gnaeus Cornelius Sisenna a servi d'intermédiaire dans des querelles des associations d'artistes en 118 avant Jésus-Christ et Spellan. Gnaeus Cornelius Dolabella a reçu une ambassade de Tassos en 80 avant Jésus-Christ à Thessalonique. Gaius Antonius une à Dionysopolis dans les années 62-60. Bien sûr,
Le nombre n'est pas assez grand pour que cette observation ait le caractère d'un résultat statistique, mais il semble être un indice du comportement du gouverneur de cette province. Il y a 3 raisons à cette pratique. La première était, comme dans le cas de beaucoup d'autres provinces, l'organisation des conventus juridici, c'est-à-dire la délimitation de certaines régions dans le cadre desquelles les habitants devaient aller à un certain lieu pour rencontrer le gouverneur s'ils voulaient utiliser son tribunal pour leur querelle judiciaire. Dans le cas de la Macédoine, Thessalonique et Beroia étaient sans aucun doute des lieux de rassemblement pour de tels conventus, et peut-être Ambracia, Pella et Héraclea Lyncestis. Des raisons spécifiques pour cette province étaient les menaces du nord-est et le foyer de troubles internes. Une trouvaille épigraphique des dernières décennies a montré jusqu'à quel degré ces voyages étaient l'expression d'une politique consciente. Un paragraphe de la soi-disant loi sur les provinces orientales de l'an 100 ou 101 avant Jésus-Christ prescrit que le gouverneur de la Macédoine devait passer 60 jours dans le Chersonesos Kainike. Apparemment, le promoteur de cette lex voulait être sûr que la région nouvellement annexée était surveillée et contrôlée d'une façon permanente par le gouverneur de Macédoine. Pour cette raison, ils intervenaient dans la marche de manœuvre d'un gouverneur d'une façon dont on ne s'attend pas dans un État aristocratique. Bien sûr, la loi sur les provinces orientales est une lex conçue par des populares, mais je ne connais aucune intervention semblable dans la marche de manœuvre d'un gouverneur pour déterminer la façon dont il doit passer son temps avant la législation de l'Antiquité tardive. Comme il a été déjà dit, l'organisation de la province de Macédoine fut la dernière étape d'un processus de mécontentement toujours grandissant des Romains vis-à-vis de la situation en Macédoine et en Grèce. Je ne crois pas que c'est par un simple hasard qu'on trouve la première mention des bâtiments spécifiquement construits pour des représentants romains en Afrique du Nord et en Macédoine, c'est-à-dire dans les anciens territoires des grands ennemis de Rome. D'après Cicéron et d'autres sources, Gaius Fabius Hadrianus, gouverneur d'Afrique pour les populares en 84-83 avant Jésus-Christ, est mort dans son prétoire, Praetorium, à Utica. D'après le même Cicéron, à l'occasion de son exil de 58-57 avant Jésus-Christ, le questeur macédonien en fonction dans ces années, Gnaeus Plancius, l'a reçu à Dyrrhachium et accompagné à Thessalonique, où Cicéron a passé 6 mois avec son hôte dans le questorium de celle-ci. S'il y a un questorium à Thessalonique, on doit, à minora ad maius, présumer qu'il y avait également un prétoire. Que le gouvernement romain ait construit ou laissé construire des bâtiments administratifs dans ces 2 provinces, mais apparemment pas dans d'autres, était la conséquence d'un climat particulièrement hostile envers Rome dans ces 2 parties de l'Empire. Soit ces bâtiments ont été construits pour démontrer la domination de Rome, soit pour des raisons de sécurité. Ces climats particulièrement hostile est également la cause d'une inscription qui montre ouvertement 2 choses qui ne sont normalement pas observables dans notre documentation épigraphique. En effet, cette dernière est normalement de nature positive, c'est-à-dire qu'elle fait des éloges et ne parle pas de mots. La lettre du proconsul macédonien Quintus Fabius Maximus à la police de Dyme en 144-43 avant Jésus-Christ, et présentée à Dyme comme inscription gravée, fait une toute autre chose.
Le proconsul ne parle pas seulement des crimes, étant ainsi leur nature exacte, mais le nomme d'une façon très précise. On a brûlé les archives et leurs documents publics, et on a rédigé des lois contraires à une constitution donnée par les Romains. Je ne connais aucune lettre ou édit d'un gouverneur romain conservé sur pierre qui parle si ouvertement des troubles de nature sociopolitique. Et ce qui est encore plus étonnant, il mentionne clairement deux coupables, un certain Sosus et un certain Formiscus, qu'il a condamnés à mort. La mention explicite de deux condamnés à mort est également unique d'après ce que je sais de notre documentation épigraphique pour tout l'Empire. Mais même si les premières décennies du gouvernement romain étaient particulièrement tendues, d'un autre côté, on ne doit pas surestimer la manière des gouverneurs romains à se présenter comme les représentants d'un pouvoir victorieux. On peut également observer qu'on essaya de combiner les exigences du pouvoir romain avec les sentiments des habitants de la Provence. Une expression d'un tel effort s'est traduite, à mon avis, par le bon miliaire de Gnaeus Ignatius, gouverneur de la Macédoine peut-être aux environs de 145 avant Jésus-Christ. Ces miliaires offrent le même texte en deux langues, c'est-à-dire non seulement en latin, mais également en grec. La même pratique est à observer dans le cas des premières miliaires de la Provincia Asia. D'un côté, les miliaires utilisaient les deux langues, celle des vainqueurs et celle du sujet de Rome. D'un autre côté, ils ne sont pas seulement rédigés en Grèce, comme c'était le cas dans la partie hellénophone de l'Empire pendant le Haut-Empire. Cela amène la question déjà mentionnée de la langue utilisée par le gouverneur de cette province, si tôt installé et sous des signes de confrontation et rébellion. Valérien Maxime formula sous le règne de Tibère la position la plus romaine possible, et je cite tout le passage. Et pour les magistrats d'autrefois, l'application avec laquelle ils ont veillé à leur majesté, à celle de l'État romain, au cours de leur gestion, on peut s'en rendre compte au fait que parmi toutes les autres preuves de leur respect, de la gravité, ils appliquaient aussi avec la plus grande persévérance à ne jamais répondre aux demandes des Grecs que par une décision rédigée en latin. Et même il les obligeait à se priver de l'habilité à parler dont ils disposent si nettement, en leur faisant prendre un interprète pour s'adresser à eux, non seulement ici à Rome, mais encore en Grèce et en Asie, avec l'intention sans doute de permettre à la langue latine de se répandre dans toutes les nations en inspirant plus de respect. Certes, il ne manquait pas de culture, mais il pensait qu'il n'était pas d'occasion où ils ne dussent obliger le costume grec à s'épaisser devant la toque, jugeant indigne de permettre qu'au charme et à l'agrément de la littérature fût sacrifié l'influence et le prestige du pouvoir. C'est une position extrême, et nous ne savons pas si elle a vraiment été mise en pratique. Bien sûr, ce que Tite-Live rapporte, d'après Polybe, du comportement de Paul Émile à Amphipolis à la fin de la Troisième Guerre macédonienne correspond à un certain degré à l'image qu'il dessine. Dans le cadre de son essai d'impressionner les Macédoniens et les Grecs par le pouvoir romain, un moyen de Paul Émile était qu'il prononçait ses décisions et celles du Sénat en latin, et laissait un autre représentant de Rome traduire ces mots. Mais cela était une situation exceptionnelle, non la réalité quotidienne. Dans le cas de l'Égypte, où nous sommes les mieux informés de cette réalité quotidienne, il n'y a aucune trace d'une telle politique pendant le Haut-Empire, même si cette région était pour la propagande d'Auguste le pays d'origine de tous les maux. Ni les édits,
la constitution le plus formelle des préfecti Egypti, ni leurs lettres, ni leurs commentaires, c'est-à-dire les procès-verbaux de leur cour de justice, ni leurs décrets, leurs décisions judiciaires, ni leurs subscriptiones, leurs décisions écrites sous la pétition des habitants de la province, étaient jamais écrits en latin. Cela a changé seulement après la Constitution antoniniana, le don de la civitas romana à presque tous les habitants de l'Empire par Caracalla. Dans le cas d'un petit groupe de documents étroitement liés au statut de citoyen romain, le droit de 3 enfants, par exemple, les habitants de la province devraient utiliser le latin. Dans le cas des autres provinces hellénophones, nous en savons beaucoup moins sur la langue originale des documents de gouverneurs romains, parce que certains types de documents n'étaient presque jamais écrits sur pierre. En plus, on doit toujours prendre en considération qu'un document était traduit au niveau local avant d'être inscrit sur pierre. Mais dans le cadre de ces remarques générales, on doit souligner ceci. Au contraire de ce que Valère Maxime a dit, on n'a aucun indice que l'empereur ou le gouverneur n'ait jamais utilisé la langue latine pour la correspondance avec des cités grecques. Il y a une autre chose dans le cas des édits. Dans leur cas, on connaît en dehors de l'Égypte un nombre de telles constitutions qui étaient publiées dans la langue latine, en particulier lorsqu'il concerne également des citoyens romains. On connaît un édit de Claude, publié dans la Provincia Achaia, et des édits latins de gouverneurs romains de la Galatie, début du règne du Tibère, de l'Asie, sous Claude, de Cappadoce et Galatie en 92-93, et de l'Asie en 134-35. Mais le nombre de ces édits n'est pas assez grand pour présumer que normalement les édits étaient publiés dans la langue latine dans la partie hellénophone ou dans certaines provinces de cette partie. Au contraire, nous connaissons 2 édits des proconsules asiés écrits sur pierre et en grec, dans le cas duquel on trouve à la fin l'instruction finale du proconsul propone, pose-le au public en latin. Le texte de ces 2 édits, un de 120-121 et un de 208-209, était sans aucun doute en grec. Dans le cas des procès-verbaux, il semble qu'en dehors de l'Égypte, dans un certain nombre de provinces, par exemple Asie et Syrie, le cadre de ces procès-verbaux, c'est-à-dire le préambule avec la date et le lieu du procès individuel, et la mention du président de la Cour était en latin, comme les phrases qui introduisent la personne qui parle et peut-être la décision du juge. Mais la langue de communication était également le grec. Dans le cas de souscription, on ne sait presque rien. Il y a des souscriptions d'un gouverneur de la Syrie au IIIe siècle qui utilisent la langue grecque, mais sont suivies par un ordre de publication en latin. On connaît une souscription latine de la Mésie inférieure du temps de Hadrien. La question de l'usage des langues est posée par différents documents épigraphiques de la Provence. Elle fut récemment posée par la discussion d'une inscription fragmentaire connue depuis 1904, mais complètement négligée. Cette inscription provient de Ploce, l'antique Amancia, le centre de la tribu épirote des Amantes, se trouvant sur une petite montagne. Sous le Haut Empire, les Amantes avaient le statut d'une civitas libera. L'inscription consiste en 3 parties, les 2 premières en grec, la dernière en latin. La première partie, les premières 6 lignes, contient le texte central, une dédicace au Theoi Sebastoi et au dieu local par un évêque local, un certain Publius Pomponius Aelianus.
Aelianos avait construit un silo pour blé, un site apodochéon, et quelque chose d'inconnu à cause de l'état de l'inscription. De toute façon, comme il souligna, ces deux bâtiments n'existaient pas à Amancia avant son évêché. D'après ses constructions, dans une situation de manque de blé, il a offert du blé pour un prix fixe et réduit comparativement au niveau actuel à ce moment. Finalement, il a usé l'argent reçu pour constituer une fondation qui devait garantir un prix stable et fixe du blé, même dans le cas d'une pénurie. Le moyen était probablement l'achat de blé dans des situations de crise, ou peut-être même avant de telles situations, et la vente au prix réduit dans le cas du besoin. Apparemment, Aelianos s'était fait beaucoup de soucis pour assurer un prix convenable du blé à ces lieux sur une petite montagne. Après ces textes, 3 lignes suivent, écrites avec des lettres plus petites et caractérisées comme une partie séparée par l'auteur, par la série de la ligne 7. Les lignes sont beaucoup plus difficiles à comprendre que les 6 premières. La ligne 7 donne l'impression d'être quelque chose comme un titre. Au commencement, on trouve sans aucun doute la mention du magistrat local éponyme. D'après le mot diataxis, règlement, quelques lettres dont l'interprétation n'est pas claire, 2 parties d'un nom romain, Varianus et Sospes, et un mot de champ sémantique hypographène souscrire suivent. Les lignes 8 et 9 offrent un texte en latin. On y trouve la mention des prochaines calendres d'Auguste, d'un châtiment de céréales, frumenti pönam, constitué par le conseil d'une ville, finalement l'annonce que quelque chose doit être payé, solvere debuit. La question se pose à savoir quel type de constitution on y trouve et qui est l'autorité romaine qui a décidé. Parce que la décision était en latin, dans le cas d'une cité grecque, une décision par une institution locale est à exclure contrairement à ce qui a été proposé. Ce qu'on apprend de 2 lignes en latin ne laisse pas penser à un document privé rédigé en latin, comme par exemple un testament d'un citoyen romain. On doit plutôt penser à une décision d'un empereur ou d'un gouverneur. Le mot du champ sémantique hypographène laisse passer à une subscription. Alors que nous n'avons aucun indice dans le texte pour la présence d'un empereur, les 3 lettres alpha, nu et theta pourraient être une abréviation du titre Antipatos, proconsul. En plus, le cognom Sospes est bien concevable pour un sénateur. Si ces arguments sont convaincants, la première subscription d'un gouverneur de la Macédoine serait reconnue. Elle fut probablement le résultat de la situation suivante. Après un certain temps, un magistrat responsable de la fondation n'a pas respecté les idées du fondateur et a utilisé le capital de la fondation pour un autre usage. Cela a été remarqué par le Conseil des Amantes, ou la partie décisive du Conseil, qui a ensuite fixé une amende et la revendication du capital pour le but original jusqu'au 1er août. Quand il y eut des problèmes à faire respecter ces décisions, on s'approchera du gouverneur qui a confirmé dans sa souscription la décision du Conseil. Je pose mon interprétation selon les mots latins conservés, en particulier solvere debuit et frumenti pönam constitutum decreto ordinis. Nous savons d'une longue citation d'Ulpien dans les Digestes comment des fondations pour un prix convenable du blé étaient protégées. Rien de qui était destiné au frumentaria ratio ne devait être utilisé à une autre fin. Si cela se passait, on devait les rembourser tout de suite et avec des intérêts.
même si le capital a été usé à des fins raisonnables et bona fide, cela ne changeait rien. Si quelqu'un devait repayer des retards d'une telle sorte, il devait les repayer en premier avant tous les autres. S'il y avait des problèmes, le gouverneur devait intervenir. Si cette interprétation est correcte, la preuve fut apportée que le latin a joué un plus grand rôle dans les documents de l'administration romaine de cette province que par exemple dans le cas de l'Égypte. À mon avis, il n'est pas vraisemblable qu'au Empire, chaque gouverneur ait pu décider de la langue utilisée par sa chancellerie. L'image qui résulte de plus de 100 souscriptions des préfets d'Égypte est trop uniforme. Si on exclut une telle possibilité, le plus vraisemblable est que le latin, comme langue de souscription du gouverneur romain en Macédoine, soit un résidu de la situation à la fondation de la Provincia Macedonia. Une telle hypothèse est confirmée, au moins de façon partielle, par deux autres observations. D'abord, comme mentionné, nous connaissons également une autre souscription latine de la partie hellénophone de l'Empire. Elle provient de Hystria, dans la Mésie inférieure, et date probablement du temps de Hadrien. Mais la Mésie inférieure s'est développée d'une partie de la Macédoine, comme il fut déjà dit dans l'introduction. Le deuxième appui de l'argumentation est apporté par un tout autre type de témoignage. Comme les gouverneurs des autres provinces, certains parmi ceux de la Macédoine ont visité le sanctuaire des fameux dieux de leur province et dans sa proximité. Ils sont attestés à Delphes et à Samothrace. Que nous connaissons tant de gouverneurs qui visitèrent le grand dieu de Samothrace est le résultat d'un epigraphic habit spécifique. Apparemment, au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, une pratique s'est développée dans le sanctuaire. À cause de cela, un grand nombre de visiteurs laissent un témoignage de leur visite sur le mur du sanctuaire ou sur des stèles séparées. Cette pratique épigraphique nous donne le nom de 4 quaestores Provincia Macedoniae, de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au commencement du IIe siècle après Jésus-Christ, et au moins de 3 gouverneurs de 124, 166 et 186, et peut-être d'un 4e, qui ont tous visité le sanctuaire et furent initiés au mystère. D'un côté, le nombre des magistrats romains est si grand qu'on peut constater que les représentants du pouvoir romain ont été touchés par l'attractivité interrégionale de ces dieux et peut-être par l'interprétation des grands dieux comme dieux Penates de Rome. D'un autre côté, il est si petit qu'on peut être sûr qu'une visite à Samothrace ne faisait pas partie de la routine de chaque gouverneur, mais qu'un certain intérêt personnel au phénomène religieux était nécessaire. Mais, pour parler plus généralement, dans le monde romain du Haut Empire, nous ne connaissons aucun autre sanctuaire ouvert au grand public, pour lesquels tant de visites des représentants de Rome sont documentées. Et pour la période républicaine, seulement le sanctuaire d'Apollo à Délos peut rivaliser avec le nombre de témoignages, et cela également à cause d'une pratique épigraphique locale. Je me réfère à l'habitude de cet sanctuaire et de certains autres jamais visités par des représentants de Rome, de graver les inventaires du sanctuaire sur pierre, ce qui nous a permis de conserver le nombre de 8 représentants de Rome qui donnèrent des couronnes d'or à l'Apollo d'Élian. Les témoignages religieux des représentants de Rome à Samothrace utilisaient presque sans exception la langue latine et ne sont pas seulement datés par les basileis du sanctuaire, mais également par les consuls. Je ne connais aucun exemple d'une telle pratique constante dans un contexte civil dans des autres provinces de la partie hellénophone de l'Empire. Seulement la stèle la plus tardive, celle d'un proconsul de 186, est rédigée en grec.
La même langue est utilisée dans une offrande résultant d'un vœu du gouverneur Lucius Julius Caesar, le père du dictateur. Pendant que dans le premier cas, l'usage de langue grecque était expliqué par la date tardive de l'Annonciation, le caractère personnel du ex-voto était peut-être décisif dans le cas du père du dictateur. Cette préférence pour le latin et la datation romaine, pour la plupart des témoignages, peut également être un résidu de la confrontation entre une grande part de la population et les représentants de Rome dans les premières décennies mouvementées de la Provence. De Thessalonique, on connaît un cratère dédié par un questor pendant les dernières décennies de la République et également inscrit en latin. Grâce à ces inscriptions de Samothrace, la Macédoine est la Provincia Populi Romani pour laquelle le personnel d'un proconsul est le mieux documenté et où nous avons une impression quantitativement relativement précise du nombre de comités d'un quel proconsul et de ses servis pendant un voyage au dehors de sa capitale. Dans d'autres provinces, on ne connaît normalement que quelques épitaphes qui mentionnent un certain apparitor défunt en lictor ou en amano. Dans le cas de Samothrace, on apprend que 6 amici, dont 2 avec leurs esclaves, peut-être 12 servi proconsulis et un petit nombre d'autres personnes, probablement du personnel, ont accompagné le proconsul de 165 au sanctuaire des grands dieux. Parmi le personnel, plusieurs lectores sont probablement énumérés et un Augustorum Werner. Cet esclave de l'empereur fut probablement un subordonné du procurator provincial, avec la tâche de guérir une petite caisse alimentée par le moyen du prince, avec laquelle le gouverneur finançait certaines dépenses. Ces groupes de moins de 30 personnes n'étaient vraiment pas une grande cohorte dont le déplacement fait du bruit dans la province et était une grande charge pour les cités visitées. Dans le cas du proconsul de 124, le groupe était encore plus petit. Les legatus proconsulis, probablement certains amici, 3 lectores et certaines autres personnes. Un tel petit groupe, qui arrivait seulement une fois par an dans l'île, n'était probablement pas une grande charge pour Samothrace. Mais apparemment plusieurs utilisateurs de la Via Ignatia faisant un détour par l'île avec le sanctuaire bien connu. Cela est illustré par un édit fragmentaire d'Adrien, publié en 2005, qui voulait mettre fin à certains abus. Apparemment, le voyageur ne paye pas les bateaux et les rameurs qu'ils utilisaient pour se rendre sur l'île. Adrien dit franchement que cela n'était pas la responsabilité de Samothrace de prendre en charge les coûts pour ces détours. D'une façon plus générale, la question se pose à savoir quelles charges étaient imposées aux cités le long de la Via Ignatia par ses utilisateurs. D'un côté, l'édit d'Adrien et une décision du préfet du prétoire qui sera publiée l'année prochaine laissent penser que cette charge était lourde. D'un autre côté, en publiant les inscriptions d'Albanie, Ulrike Emich et moi n'avons trouvé aucune inscription pour laquelle on a l'impression qu'il s'agisse d'un soldat ou d'un fonctionnaire romain décédé alors qu'ils utilisaient la route comme on connaît des épitaphes en provenance de Cilicie ou d'Apamée en Syrie. Dans ce contexte, ce qu'on lit sur 2000 lières de Trajan de la Via Ignatia est très étonnant. On y trouve la phrase « Viam adjurachio usque accontisma per provinciam Macedoniam longa intermissione lectam restituendam curavit adjurachio milia passuum 360 una ».
On est très étonné qu'une des principales artères de l'Empire ait été négligée pour une longue période, et cela dans un temps pacifique pour cette région. On a l'impression que les inscriptions telles que ces millières étaient à l'origine du bon mot, que Trajan était une plante grimpante sur le mur avec ses inscriptions. Mais peut-être ces millières, qui n'ont aucune parallèle parmi les autres millières de Trajan, sont un indice de l'importance de la Via Ignatia dans cette province et constituaient ainsi une possibilité centrale pour le gouvernement de se présenter. Une telle hypothèse s'accorde avec une inscription extraordinaire de Bulis. Elle témoigne d'une évangésie d'un notable local, Marcus Valerius Lollianus, un eques Romanus et officier de l'armée romaine. En particulier, il fut commandant d'une formation d'élite de la cavalerie pendant la guerre pratique de Lucius Verus. Cette inscription est, avec 2 fois 3 mètres, la plus grande inscription latine de l'Albanie. Elle est connue depuis le début du XIXe siècle. Elle a été en particulier vue par un des premiers pensionnaires de l'école française d'Athènes, Xavier Gaultier de Clobry. Mais elle est difficile à lire dans les détails. Gaultier de Clobry a décrit le problème d'une façon très vive, et je le cite. De telles dimensions sembleraient promettre une lecture facile, même à une si grande élévation, si la rugosité de la pierre ne se confondait souvent avec les caractères même les mieux conservés, et si surtout sa couleur grise ne rendait les ombres presque insensibles à l'œil. Il y avait des moitiés de lignes où je n'apercevais rien, et j'aurais bien pu ne rapporter à mon tour que des fragments si le soleil, levé depuis peu, ne fût venu à mon aide. Ces rayons, en frisant la pierre, firent ressortir avec vigueur une partie des caractères. D'autres, plus détériorés, ou dissimulés encore par les inégalités du touche-rocher, n'apparurent que plus tard, tandis que le premier commençait à disparaître, effacé par le trop de lumière. Sur la fin de l'opération, il m'arriva un secours que je n'espérais presque plus, une échelle, malheureusement trop courte, qui me permit d'atteindre l'inscription, mais on me tenait collé au rocher, sans pouvoir reculer assez pour bien voir. Je fus à même du moins de vérifier par le toucher certains caractères douteux. L'édition de cette inscription dans le cadre de la publication des lateinischen Inschriften aus Albanien était l'occasion de s'occuper de ces aspects jusqu'ici totalement négligés. Jusqu'à notre publication, on a toujours discuté de la carrière militaire de Lollianus, mais pas de la maquette particulièrement consciente de cette inscription. Elle souligne par la grandeur des lettres et le choix des mots le passage le plus important du texte. Avec la même conscience, la place de l'inscription a été choisie. Elle fut inscrite près de la ville dans l'intention que la plupart des visiteurs de Bilis la lisent, mais également dans un lieu où l'on voit les difficultés maîtrisées par le projet. Le choix conscient pour lieu est très typique pour de rares évangésies concernant des routes, et cela pour de bonnes raisons. Les travaux routiers étaient très coûteux, mais donnaient pas de résultats très impressionnants dans une ville, dans le cadre de bâtiments ou quelque chose d'autre. S'ils ne concernaient pas de trajets particulièrement dangereux. Et ces trajets particulièrement dangereux sont les objets des évangésies. Pour cette raison,
On trouve ces rares exemples dans des lieux très impressionnants, comme dans le cas de l'inscription de Gaius Julius Agrippa à Maastricht en Pont-Putigny, ou de Lucius Vatinius Felix ordonnant de Voges, ou les inscriptions des trois évagètes au Plöckenpass entre l'Italie et Carency. On y trouve un certain Hermias qui se qualifie comme susceptor operis aeterni, mais également les empereurs Valentinien et Valens. Pour retourner au gouverneur de la Macédoine, diverses inscriptions récemment publiées montrent d'une façon étonnante comment un proconsul macédonien était une figure d'autorité pour les habitants de la Provence. La première est l'apophasis, la décision, ou la keleusis, l'ordre de Tertullianus Aquila, proconsul macédonien en 212-213 et mentionné dans 19 inscriptions de l'Oikopetra. Nous ne savons pas exactement quels aspects de la procédure d'affranchissement par consécration à la mère de Dieu autochtone il a réglé. Comme il semble, il voulait protéger les intérêts des parties embrouillées dans ses actes en prescrivant au affranchissement de donner certaines informations concernant le mode d'acquisition de l'affranchi. En plus, il a apparemment proscrit une amende de 1000 deniers contre ceux qui essaieraient de réduire en esclavage un affranchi consacré. Mais quoi qu'il régla, la chose la plus importante est qu'on citait cette régulation avec une certaine régularité pendant 40 ans, et cela dans la première moitié du IIIe siècle, qui n'était pas le temps le plus calme et heureux du monde. Je ne connais presque aucune réglementation d'un gouverneur qui ait cité tant de fois et pour une si longue période. On ne peut pas expliquer cette continuité d'une façon convaincante par l'hypothèse que ce fait résulter simplement d'une pratique épigraphique locale. Dans ce cas-là, on attend une formule fixe, mais on ne mentionne pas cette réglementation dans le cadre d'une formule constante, plutôt dans des contextes changeants. Bien sûr, toutes ces citations ont été faites dans un lieu spécifique et non pas dans la diversité de la Provence. Mais d'un autre côté, on peut justement souligner qu'il soit très étonnant qu'on s'en réfère à un tel lieu qui n'était probablement plus dans le focus du gouverneur de cette province, d'une façon si constante selon la décision d'un gouverneur, même s'il était depuis longtemps parti. Une réglementation encore plus importante est offerte par une inscription malheureusement très fragmentaire de Beroia. La cité la plus honorée de la Provence est le lieu de réunion de son canon, c'est-à-dire du rassemblement des représentants des polices de la Provence. Cette inscription a été publiée par Chaussouris et Petros Nicteles. Elle contient l'un des plus longs édits d'un gouverneur romain connu, et cela même si l'hypothèse de Christina Coquigna est correcte, c'est-à-dire que 2 des 4 fragments appartiennent à un autre document. Cet édit peut rivaliser dans sa longueur avec celui très connu du préfet d'Égypte Tiberius Julius Alexander, mais il est malheureusement beaucoup moins bien conservé. Il manque généralement plus de la moitié de chaque ligne. Encore une fois, c'est un document qui parle ouvertement des maux de la situation. Le gouverneur, un certain Lucius Memmius Rufus, souligne qu'on devrait avoir la plus grande honte à Schiston parce que le gymnase de Bereuil a été fermé plusieurs fois en l'absence d'un citoyen qui voudrait prendre en charge les liturgies correspondantes et en particulier devenir gymnasiarque, parce que celui-ci devait payer pour l'huile nécessaire avant les exercices. Comme Memmius Rufus dit, une telle chose peut arriver dans une très petite cité ou dans une ville
située très loin de grandes routes, mais pas à une ville qui veut être appelée la première de la Macédoine et métropolis. Le gouverneur fait allusion à ce qu'au moins certains Romains appelaient les bêtises des Grecs, c'est-à-dire le concours des titres qui était caractéristique pour les grandes villes de certaines provinces hellénophones. Dans le cas de la Macédoine, Thessalonique en particulier rivalisait avec Beroea. Dans cette compétition, Beroea avait la pole position jusqu'au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, même si Thessalonique était le lieu de résidence du gouverneur. Beroea avait probablement l'avance de Thessalonique parce qu'elle fut la première ville de la Macédoine à se rendre aux Romains après la bataille de Pydna. Mais apparemment, la situation économique de ces élites n'était pas toujours assez forte pour que la cité puisse supporter l'affluence du grand nombre de visiteurs que le fait du koinon ou concilium provinciae impliquait. C'était probablement un problème structurel parce qu'un décret hellénistique de la cité illustre déjà qu'on a essayé de trouver le moyen pour se procurer de l'huile suffisante pour le gymnase. Memmius Rufus était apparemment informé de ces problèmes depuis le début de sa fonction. En coopération avec le citoyen le plus éminent de Beroea, le protoi, il a trouvé une solution pour le cas où des candidats manquaient. Cette solution n'était pas acceptée partout, même si elle a été soutenue par la Boulée. Le gouverneur dit qu'il a eu des déconvenues avec la jalousie de certaines personnes parce qu'il a si bien pris de soin du démos de Beroea. D'un côté, il a proposé des régulations pour minimiser l'usage de l'huile en limitant les personnes qui en recevaient et le nombre de fois qu'ils en recevaient sans payer. Également, le contrôle des gymnasiarques en ce qui concerne leur compte à la fin de leur fonction fut renforcé. Mais le plus important était la création d'une fondation, une anthèque. Elle comprenait 100 000 denarii, 400 000 sestertii, c'est-à-dire la propriété minimum d'un equus romanus, et produisait un rendement annuel de 6 000 denarii. Le gouverneur a constitué cette anthèque par divers moyens. Le rendement de certains moulins à eau que la cité possédait devait nuire à l'anthèque. Ce règlement est l'une des premières mentions de moulins à eau pour l'Empire romain. Apparemment, il y avait à Beroea quelque chose de semblable au moulin à eau de Barbegal. En plus, le gouverneur a redédié diverses fondations existantes, entre autres une vieille fondation justement pour de l'huile au gymnase, mais également une pour du blé à prix réduit, c'est-à-dire une fondation comme celle d'Amancia, et une pour une procession dionysiaque avec un phallus. Comme tous les commentateurs ont souligné, une telle redédication était le cauchemar des fondateurs. D'autant plus, on est étonné que l'empereur ne soit pas impliqué dans cette affaire. Un proconsul macédonien était apparemment au temps de l'inscription, dans la première moitié du IIe siècle, une personne de respect, même s'il était seulement un sénateur au rang prétorien. Comme les inscriptions de Leucopetra le montrent, la même chose valait encore pour l'époque sévérienne, au moins si le proconsul était un noble bien connecté à la partie hellénophone de l'Empire, comme c'était le cas de Marcus Ulpius Tertullianus Aquila. C'était une toute autre situation au moment de la crise de l'Empire en 268-69, quand Thessalonique dut honorer un tribunus cohortis miliarii Batavorum et agens vice proconsulis comme ctistes, comme fondateur,
parce qu'il avait défendu la cité contre des attaques de Germains. De ne pas parler de l'origine obscure de ces Aurelius Valentinus, ni même son commandement militaire, une cohors miliaria, n'était pas très impressionnante. Mais il avait réussi, et seuls ces faits-là étaient importants à cette époque. Pour cette raison, on l'honora. Au cours des mêmes décennies, un ex-frumentarius réussit à devenir membre de la boulée de la Colonia et Metropolis Thessalonica. Comme le titre l'illustre, ses succès sociaux tombent dans les mêmes années, lorsque Thessalonique a finalement réussi à gagner le concours avec Beroia pour les titres les plus prestigieux de la Provence. C'est seulement en soutenant Dès, au moment de la bataille avec Philippe l'Arabe, que Thessalonique a réussi à Beroia dans ses concours. Dès, le vainqueur, remercia Thessalonique par le don des titres Metropolis, Colonia et Neokoros pour la 4e fois, c'est-à-dire gardien de 4 temples de culte impérial de la Provence. C'était une élévation unique même au IIIe siècle, en temps pendant lequel le don de titres aux cités qui avaient soutenu une usurpation était un moyen souvent utilisé par le vainqueur. Avec ces décisions, Thessalonique devient le lieu de rassemblement du concilium provincial le plus important. En signe de ce déplacement de poids sont les inscriptions que les archprêtres de la province laissent inscrire à la fin de la fonction. Dans la première moitié du IIIe siècle, il le faisait à Beroia, après la décision de Dès à Thessalonique. Mais les titres disparurent au IIIe siècle aussi vite qu'une cité les gagnait parce que ces cités se trouvaient très vite du côté des perdants. Aucun empereur n'est réussi à régner plus que quelques années. C'est pourquoi que Thessalonique perdit le titre pour en recevoir de nouveau sous Valérien et Galien, mais dans ce cas-là, seulement 2 Neocorie. Ce sont 2 inscriptions de Thessalonique qui sont à dater dans ces dernières décennies du IIIe siècle, qui nous offrent 2 derniers indices parmi les témoignages des administrateurs de la Macédoine pour l'histoire si mouvementée de cette province. Comme c'était la coutume dans beaucoup de cités de la partie hellénophone de l'Empire, on essayait également à Thessalonique de protéger des tombes en y inscrivant des sanctions ou des jurons contre ceux qui dérangeaient la calme de mort. Mais 2 de ces inscriptions de Thessalonique avaient des formules presque uniques dans tout l'Empire. Dans l'une, on a souligné que le malfaiteur devrait se rendre compte du danger d'être crucifié, c'est-à-dire d'être puni avec une peine capitale, prononcée seulement par le gouverneur. Dans l'autre, on a écrit que le malfaiteur devrait rendre des comptes chez le gouverneur en fonction. Il est étonnant qu'on utilise de telles formules au siège du gouverneur d'une province parce qu'on pourrait normalement l'informer rapidement de ce qui se passe. Il est donc à comprendre que le gouverneur, au temps de ces inscriptions, n'était pas accessible si facilement. La situation dans la province était encore une fois si peu sûre que le gouverneur devait se concentrer sur la tâche militaire et être présent au lieu le plus menacé. Comment il était typique pendant les premières décennies de la Provence, les aspects menaçants du pouvoir romain étaient encore une fois au centre des mentions épigraphiques de ce pouvoir. Je vous remercie pour votre attention.